D'autres sont là pour des opportunités. Et donc pour ceux qui sont là à cause de la pauvreté, de manque d'opportunités, je pense qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation. Et en 2017, on avait trouvé que, s'il faut poser à Paris de la parole, je ne suis pas présent. Qui est partenaire de PIS. Depuis 2009, on fait des recherches ensemble sur cette question de cartographie, de contenu. Et pour le cas présent, nous avons travaillé sur la problématique des barrières en cette période. Alors, comme c'est écrit là-bas, on dit cartographie des barrières routières dans le massif de Walikale. Donc, à Soudip, avec BIS, nous avons essayé de cartographier les différents barrages routiers un jour au moins de notre vie. Alors, je suis en train de manger le parcours. Voilà. Nous sommes déjà passés au moins une fois. Alors, après ça, je vais essayer de partager avec vous certains résultats. Les résultats de l'enquête que nous avons menée. Et je vais chuter sur quelques petites recommandations. Même les chercheurs de passer d'une zone à une autre, contrôlée par X ou Y, ici contrôlée par les FARDC, les autres groupes d'autodéfense locaux, mais de l'autre côté il y avait l'M23, ça n'a pas été facile. Mais quand même, nous avons réussi à capturer certaines informations par rapport à la problématique des barrières. Alors, sur cette petite carte-là, bon, vous allez constater sur les points bleus là, les quelques barrières que nous avons pu capturer, toutes les barrières que nous avons documentées. Alors, comme je disais, mais c'est quoi une barrière? Je n'ai pas à vous expliquer la photo elle-même, elle nous dit ce que c'est une barrière d'ailleurs. Donc c'est un point. Vous voyez là-bas, il y a un tronc d'arbre où il y a des individus de part et d'autre. Hein? Mais si vous vous limitez à considérer qu'une barrière n'est qu'un point où vous allez voir des arbres ou des fers, où vous pouvez ne pas bien comprendre la problématique des barrières. Parce qu'il y en a qui existent, mais qui sont virtuelles en fait. Elles sont virtuelles et c'est peut-être certains, comment je peux dire, certaines personnes qui connaissent peuvent savoir que non, là-bas il y a une barrière. C'est-à-dire, des gens, ils peuvent s'improviser ici ou là-bas et créer un petit truc où ils vont commencer à faire ce qu'on fait sur la barrière, parce que ça on va également en discuter. Donc la barrière, ça n'est pas seulement des débuts de barrière. D'abord la fin de barrière, je ne sais pas. C'est compliqué. C'est pourquoi on a fait des recommandations. Des barrages, il y a des barres de fer, il y a ceci. Bon, mais il en existe aussi des barrières virtuelles. Et l'exemple le plus concret des barrières virtuelles, on en a beaucoup trouvé dans le site Kivu, même si ça ne fait pas partie de notre exposé, mais c'est important pour que vous puissiez comprendre. Donc, surtout dans la partie du parc national de Virunga, où, disons, de Kaousigega, où on en a trouvé 32 barrières virtuelles. C'est-à-dire, les gens qui passent sur ces tronçons-là, ils savent, les motards, les transporteurs, les camionneurs, ils savent, et à X endroits, on doit déposer 100 francs. Et pas forcément donner même aux gens qui sont là-bas, vous pouvez même jeter. Et parfois, quand vous donnez l'argent, si vous n'avez pas le change, il est possible que ces gens-là vous donnent même le retour. Et il s'agit d'une sorte de contrat sécuritaire entre les usagers et les éléments de FARDC qui sont commis à cet endroit-là. En 2017, on avait fait la même étude sur ce tronçon-là, mais on avait trouvé, je crois que c'était 9 points 9 barrières virtuelles.
Mais pour cette période ici, on en a trouvé 32. Donc, visiblement, c'est pour des raisons de lutte, mais ça contribue quand même à sécuriser les tronçons parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de cas de braquage et tout. Mais depuis que ce système-là, bon, c'est vrai, illégal, il est là, mais quand même, ça contribue à la sécurisation, contrôlée par des gens qui ne sont pas très bien connus, qu'on supprime. Et pour les barrières qui sont légales, que les usagers de la route sachent exactement quels sont les services qui sont là et pourquoi ils sont commis là-bas pour faire quoi. Parce qu'il ne faut pas que quand arrive à une barrière, dite entre guillemets légale, qu'il se retrouve devant une panoplie d'acteurs et que finalement il ne sait pas exactement à qui il a affaire. On ne sait pas. Donc c'est important de préciser cet élément. Et publier, donc qu'on nous dise vraiment. Bon, entre nous connaissons tous notre pays, à même les services, il y en a beaucoup. Donc c'est mieux pour ces barrières légales là qu'on puisse les réduire. Et aussi renforcer les capacités de ces gens-là. Parce qu'il y en a qui sont vraiment commis là pour des motifs nobles. Mais qui malheureusement, visiblement, ils ne savent pas. Vous imaginez, on est pendant une période vraiment de conflits, de guerre. Vous êtes un élément, je ne sais pas de quel service. Quelqu'un vient, c'est vrai, vous voulez les contrôler, mais au lieu de les contrôler, vous lui demandez de l'eau. Vous voyez, donc c'est important que l'on renforce la capacité de tous ces opérateurs. Aussi en matière de droits humains, c'est très important parce que, en tout cas, pour certaines barrières, quand vous y arrivez, vous êtes capturé, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc je crois que dans les débats, on aura beaucoup d'autres, on aura des discussions positives pour que cette question des barrières qui, me semble-t-il, ne préoccupe pas trop, peut-être cette question de traçabilité, mais c'est important de le faire parce qu'on peut ne pas trouver des éléments des éléments armés dans le site. On les retrouve sur la chaîne et c'est un peu compliqué pour la traçabilité et pour le respect de toutes les initiatives qui visent à la moralisation du secteur minier artisanal. Je vous remercie. Ou plutôt, la présence de ces miniers est une opportunité de financement de nos armées. Ça, c'est en fait une question qui nous permet d'aller en profondeur. De la régie en ce qui concerne les risques avec les anciens combattants, parce qu'en principe, ils ont été démobilisés. Comment est-ce que PIS pense une perspective pour atténuer ces inégalités sociales? Je pense que la réponse qui vient d'être donnée comble déjà cette partie concernant IPIS, parce que comme on vient de le dire, IPIS met à la disposition de ses partenaires les données et beaucoup d'organisations sont ses partenaires qui les utilisent et qui peuvent regarder comment atténuer les risques que les femmes encourent dans les sites miniers. Du point de vue personnel, je pense qu'IPIS a fait un pas en faisant une étude sur le genre et en faisant une méthodologie, en faisant une formation de méthodologie sur le genre pour ces chercheurs une deuxième fois. Et je pense que ça permet aussi à ces agents d'avoir une perspective de genre lorsqu'ils vont faire leur enquête sur terrain. Mais aussi, lorsqu'on parle de l'atténuation des risques que les femmes encourent dans le secteur minier, j'aimerais vraiment que nous puissions considérer que la catégorie femme n'est pas une catégorie homogène, comme je le dis toujours. Local qui a été créé à travers les CPS. Le CPS qui est le comité provincial de suivi des activités minières. Alors les CLS, au niveau des exploitants, à ne pas s'exposer aux maladies. Avec l'utilisation de mercure, bon, tout ça, ce sont des choses que nous, on a toujours donné. Mais vous devez aussi comprendre que IPIS n'est pas une organisation qui fait des plaidoyers. Non. IPIS est là pour récolter les données
de mettre à la disposition de tout celui qui veut et aller faire les plaidoyers. Nous ne sommes pas une organisation des plaidoyers. Merci beaucoup. Qui va le premier, c'est qu'on les met dans les sites web. Tout le monde peut lire et en faire ce qu'il veut. Ce qui fait que ces organisations partenaires que nous avons, ils voient toujours ce que nous donnons comme élément, comme données. Et ils peuvent s'en servir pour aller sensibiliser ou pour aller résoudre X ou Y problème. Comme nous le faisons dans un projet qu'on appelle Koufatili à Mesa. Bonjour, je suis Zachary Boulakali. Je suis coordonnateur pays chez IPIS. Je coordonne les enquêtes sur le terrain et j'organise pas mal de choses. Alors, quels sont les biens fondés peut-être de l'organisation, cette assise qui se tient ici à Goma? Quel a été l'objectif? Le bien fondé et l'objectif de notre atelier, notre réunion que nous venons de clôturer maintenant, c'était pour essayer de mettre au parfum tous les acteurs dans le secteur de mine, qu'ils comprennent un peu tout ce qui se passe dans les sites miniers, tous les conflits qui se développent autour des sites miniers, la chaîne d'approvisionnement des minéraux, et comprendre un peu qui fait quoi dans tout ça, les barrières érigées, les longs de routes qui vont vers les sites miniers, et les femmes dans les mines. Voilà ce que nous on a voulu communiquer aux gens, acteurs de la société civile et de l'État ici. Alors, quel est le problème sur le terrain? Parce que vous aviez cartographié beaucoup d'ailleurs des sites, je pense plus de 800. Quel a été le problème majeur? Le problème majeur sur le terrain, c'est les conflits qui se développent autour des sites miniers. Il y a des conflits entre les creuseurs ou les exploitants miniers et les concessionnaires ou encore les détenteurs de titres miniers. Il y a des conflits entre les hommes en armes et les exploitants artisanaux. Il y a des conflits entre coopératives et exploitants artisanaux. Les conflits, il y en a nombreux, de façon que nous, on a voulu communiquer avec tous les acteurs qui étaient avec nous ici pour que chacun, à son titre, puisse voir dans quel sens il peut trouver une solution pour que nous puissions avoir une chaîne d'approvisionnement responsable qui est sans tâche. Alors peut-être en termes de recommandations, parce qu'il y a encore des problèmes, bien qu'il y ait des avancées significatives peut-être sur le terrain, quelles sont peut-être quelques-unes des recommandations que vous avez adressées? Les recommandations, c'est que nous demandons aux services de l'État de prendre les choses en main et en responsable, c'est-à-dire de vouloir faire tout pour appliquer la loi dans le secteur minier. Sinon, quand vous êtes dans un site minier, vous sentez que c'est dans un autre pays où la loi n'existe pas. Alors les services de l'État pourraient intervenir pour faire régner cette loi. Ces mêmes services de l'État pourraient faire des rapports à leur hiérarchie afin qu'on puisse assainir les sites miniers. Donc il y a beaucoup de choses